utilisé a peut-être des effets négatifs. Or, aujourd'hui, on a très très peu d'études. C'est ce qu'explique Mathieu Simonet. Il est écrivain et ancien avocat. Avec d'autres, il demande l'ouverture d'une enquête parlementaire de l'Assemblée nationale en France pour améliorer nos connaissances sur l'ensemencement et mieux encadrer cette technologie. L'ensemencement ou la manipulation de ces nuages, Stéphanie, a commencé dans les années 1940. Ce n'est donc pas quelque chose de nouveau. En effet, et cette technique n'a pas toujours été utilisée à des fins civiles. Durant la guerre du Vietnam, par exemple, l'armée américaine a manipulé les nuages pour intensifier la mousson et ainsi ralentir les troupes ennemies. D'ailleurs, les Nations Unies ont adopté en 1976 une convention qui interdit d'utiliser les nuages comme arme de guerre. Oui, mais cette convention ne vaut que pour et entre les pays signataires, souligne Mathieu Simonet. Par exemple, la Russie a adhéré à cette convention. Parmi les pays qui n'ont pas signé, il y a la France. Donc, en théorie, la Russie contreviendrait pas à cette convention de 1976 si elle décidait, par exemple, de créer de la pluie pour l'inauguration des JO à Paris. Et alors enfin, pourquoi, Stéphanie, parle-t-on aujourd'hui davantage de cette manipulation des nuages qu'auparavant ? Comme à cause du changement climatique, l'eau devient de plus en plus rare, la manipulation des nuages paraît tentante. La Chine, par exemple, a investi récemment $1 milliard dans la recherche sur l'ensemencement. Mais voilà, comment faire si un pays qui en a les moyens fait pleuvoir sur son territoire des nuages qui auraient sinon apporté de la pluie aux pays voisins ? Pour que les nuages ne deviennent pas source de conflits, certains réclament de les inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que contrairement à la mer, la terre et même l'espace, les nuages ne disposent aujourd'hui d'aucun statut juridique. Conséquence d'ailleurs de ces nuages, Stéphanie Schuller, en Espagne, des pluies torrentielles, d'importantes précipitations après des mois d'une extrême sécheresse ont conduit à l'annulation notamment de processions religieuses en ce vendredi saint, notamment à Séville, laissant de nombreux fidèles catholiques en larmes dans cette ville du sud de l'Espagne. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté. L'heure de retrouver le Café des Sports sur Radio Foot, sur Radio France Internationale. Bonne soirée. Ce dimanche, sur RFI, Idée. Rencontre avec l'écrivain. Tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports. Olivier Pro. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Café des Sports, la version vendredi de Radio Foot International. Vous l'avez compris, une recette éculée, ses deux piliers, ses réseaux sociaux et son mystérieux invité. Et vu le week-end annoncé, on n'a vraiment toujours pas le temps de niaiser. Choc en stock ce week-end en Afrique et en Europe, en Angleterre, dimanche, Manchester City, Arsenal carrément. Et ouais, le leader Gunner en visite chez le Sky Blue Citizen. 1 point les sépare et peut-être plus encore à Liverpool face à Brighton. Peut-être d'en profiter d'un choc à un autre. Non, je blague les amis, on a beau être vendredi à 2 doigts, à 2 pas du bistrot, il faut savoir rester lucide. Marseille-PSG n'est un choc que pour les supporters de l'un ou l'autre club. Sans plus, notre petit chocounet qu'on a à nous en Ligue 1. Hein Marc Libra? Bonjour Olivier, bonjour à tous et à tous. Oui, ça va, j'ai bien le chocounet. Un choc pour vous en somme? Oui, bien sûr, clairement. Je vous remercie, je prends. Qu'en attendre? Paris sera champion, l'OM sans doute pas européen. En fait, le seul sel de ce classique français, et pas classico, hein, surtout pas, c'est de savoir si Mbappé jouera ou pas. Non, Xavier Barret? Oui, est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Il jouera sûrement.
Bonjour au passage et bienvenue. Bien sûr, vous avez votre ronde serviette ici, on le sait. Alors, on aurait pu vous parler aussi du classiqueur Bayern Dortmund, mais non. Avec David Finzel ce matin, on le sentait pas, on l'a écarté assez vite. On s'est dit, tiens, il y a le top continental africain, le top 8 des quarts de finale au poil. Al Ahly, Simba Sport, Mamelodi Sundowns, Young Africans, mais surtout, l'ASEC Mimo, plein d'espoir à Tunis, face à l'Espérance, elle était bonne celle-là. Et bien sûr, les corbeaux du TP Mazembe face aux pétroliers de Luanda. Ça claque, hein, Rémi Ngono? Bonjour. Oui, ça claque. Entre corbeaux et surtout, entre aussi pétro-dollars, mais cependant, l'Espérance risque d'avoir des espérances parce que à Mimosa, ça cartonne bien. Ah, c'est bien, bon début. Et après tout ça quoi? Les JO. Mais avec qui? On se demande. Entre ceux qui veulent et ceux qui ne préfèrent pas libérer leurs joueurs, l'olympisme et ses valeurs devraient être une cause nationale. Pour chaque club, une fierté d'y être représenté. Et pourtant, les ouin-ouin de service font les malins. Le Real dit non, Rennes est réticent. Quand Lyon et Lens ouvrent les portes aux rêves de médailles de leurs salariés cramponnés, il y a là matière vraiment à débat et ça ne fait que commencer. Et après tout ça, vos cartons, les nôtres, et au milieu de tout ça, Frédéric Suto pour relayer vos avis, vos messages, vos interrogations. Bonjour Fred. Salut Olive, ça va? Pas trop mal. Bon, les premiers bonjours, c'est Olivier Cafindo qui a gagné le concours, le premier là sur le Facebook Live. Bonne émission à tous. Saint-Cyr-Belfort également qui nous dit: nous sommes à l'écoute depuis la ville de Boire qui est à 452, soyons précis, kilomètres de Bangui, la capitale de la centrale. Et allez, Swell, Claude Sautet-Kédir est à la réalisation, Mathieu Degueldre et son jogging floqué OM, ça balance. C'est pour moi. Donc les auditeurs le sachent, va pousser sur tous les boutons, c'est tout bon, on peut y aller. Arsenal a de la qualité. Et Arsenal a un bon effectif. Arsenal a un coach qui sait gérer. Hier, on était dans un jingle un peu Michel Audiard. Si vous avez écouté, là, ça fait un peu du Matrix. Hein. Le petit Degueldre, il s'éclate. Là, vous avez entendu les petites voix, les machins. Non, mais il y a du boulot. Hein. On met des gros moyens. Digne héritier de Maestro. On n'a pas idée à quel point on met. Digne héritier de Maestro Salerno. Mais bien sûr, on l'embrasse, Maestro Salerno. On sait qu'on lui manque, qu'il fasse pas le malin, on le sait. C'est quand même pas rien, hein, chaque année, chaque saison, la Première Ligue, comme on l'aime, avec ses chocs au top. Dimanche donc, 16h30, temps universel. Ne me dites pas le contraire. Tous là, autant que vous êtes, tous, oui. Faites pas les malins. Vous serez devant City Arsenal. Alors répondez d'abord chacun à cette question. Pourquoi? À 16h30, on aura fini de ramasser les autres packs. Donc, il y en aura beaucoup, j'espère. Qu'on en ait pendant 3 mois. Non, mais évidemment, c'est un match décisif dans la course au titre. Quoique, on a dit un peu la même chose du récent Liverpool-Manchester City. Finalement, ça a fait nul et c'est Arsenal qui est passé devant. Donc, est-ce qu'il ne va pas se passer le même scénario? Vous serez devant votre télé. Oui, puisqu'à une époque, j'attendais le grand Real, le grand Barça. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui peut me faire vibrer, c'est l'Angleterre. Et ce genre de rencontre, même si la précédente, quand ils s'étaient rencontrés, qu'Arsenal avait gagné, avait accouché pour moi d'une souris, victoire 1-0, mais ce n'était pas un grand match. Rémi, on sait pourquoi vous serez devant votre télé, pas parce qu'il y a Pep Guardiola. Pas forcément, parce qu'il y a Arteta. Parce que s'il faut regarder Pep Guardiola, oui, à une certaine période, Arsenal était pour lui son marchepied, mais aujourd'hui, ce n'est plus exactement ça. Dans la réalité, Arsenal a réussi à relever un peu le défi et le niveau. Très bien. Fred, vous serez devant votre télé. Ah oui. Nos auditeurs sûrement aussi. Les pronostics, c'est parti. Kofi Toby, City va gagner. Robson, Xavier, City va battre Arsenal. Pour gagner City, il faut faire un pressing tout-terrain très haut. Check Niang. Il y a match aussi sur le Facebook Live. Suspense fou au sommet du championnat le plus médiatique du monde. Arsenal devant, on vous l'a dit, Liverpool devancé à la différence de but seulement et City à un point derrière. 10 matchs encore à jouer, c'est une dinguerie. Face à l'Armada Citizens, triple tenante du titre, et aux Reds, et ce supplément d'âme apporté par l'annonce du départ de Klopp en fin de saison, Arsenal a-t-il les moyens de faire face, Marc? C'est vrai, on l'a entendu, on le voit bien nos auditeurs, et on a ce sentiment que City est favori, non? City, oui, City est favori, mais Arsenal déploie
des plats depuis le début janvier, après le Boxing Day qui a été catastrophique pour Arsenal, parce que normalement il devrait avoir 2 ou 3 points de plus, déploie un jeu qui est très intéressant, ça marque beaucoup de buts, ça ne perd pas. De l'autre côté, on va avoir une équipe qui va vous confisquer le ballon. Donc c'est là où toute l'importance de ce match, est-ce que Arsenal va être capable d'aller chercher? Ils sont capables de déployer du jeu, de montrer du jeu. Maintenant, en face, ils ont ce qui se fait de mieux actuellement. Quand je dis de mieux, c'est que c'est en termes de jeu, ils vous suppriment le ballon, vous courez après le ballon. C'est là où eux, ils doivent s'imposer. Et s'ils veulent marquer... La saison passée, ils sont passés pas loin, mais ils ont craqué dans les 10 derniers matchs. Vous vous rappelez, 10 dernières journées, ils étaient bien, ça a craqué à ce moment-là. Est-ce que là, ils sont capables de faire la différence? Est-ce qu'ils ont appris? Est-ce qu'ils ont appris? Ils ont déjà battu 2 fois cette saison, il ne faut pas l'oublier. 2 fois. Donc dans les têtes, mais d'un côté, on voit que, pour moi, Manchester reste favori parce qu'ils se disent, bon, ben, on a l'occasion de faire la différence, on peut leur repasser devant et on peut leur faire mal. Et donc... Je me dis que ça va être un match hyper intéressant, mais c'est vrai que le dernier match qu'on a pu voir des 2 équipes, c'était en octobre dernier. On s'est ennuyé à mourir. C'est Martinelli, je crois, qui marque à la 90e, enfin, ou 80. Qui ne sera pas là. Et on va en parler, mais il y a des joueurs qui sont absents de chaque côté. Je vais les donner les statistiques des 2 équipes et me tourner vers vous, Rémi, parce que quand on parle de statistiques, autant donner les miennes, au moins on est sûr qu'elles sont bonnes. Plus une défaite pour City depuis le 6 décembre. C'était à Aston Villa, depuis 22 matchs sans défaite, dont 19 victoires, toutes compétitions confondues. Et Arsenal, me direz-vous, ils n'ont plus perdu en championnat les Gunners depuis le 31 décembre, depuis l'année dernière donc, depuis que des victoires. Je parle en championnat, 8 victoires de rang et 33 buts marqués, plus de 4 par match. On a un décor et des statistiques qui nous montrent que ça ne peut être qu'un grand match, non? Des statistiques... Peut-être plus équilibrées que nos auditeurs le pensent. Les statistiques que vous avez données, mais je vais rectifier parce que si on prend à partir du 20 janvier, c'est-à-dire la victoire de Arsenal face à Crystal Palace, c'est justement là où il y a 8 victoires consécutives, donc 103 buts inscrits et seulement 4 encaissés. Mais maintenant, ça, c'est énorme quand même, hein. Plus de 4 buts par match. Plus de 4 buts par match. C'est vrai que ça a été très difficile contre Brentford, mais cet Arsenal, contrairement à celui de l'année dernière où on voit quand même qu'ils avaient réussi à craquer de façon incroyable, mais ils étaient déjà en méforme. Avant de rencontrer City à domicile, ils avaient déjà aligné 3 matchs sans victoire. C'était 3 matchs consécutifs. Donc Arsenal n'y allait pas avec une grande ambition. Cet Arsenal également est défavorisé parce que sur le terrain des City, ils n'ont pas gagné depuis fort longtemps. Mais on se souvient que le dernier match, contrairement à ce que vous dites, je crois que Arteta a donné une leçon tactique à Pep Guardiola. Depuis 2010, une équipe de Pep Guardiola n'avait plus jamais passé un match rien qu'avec 4 tirs. Il n'avait réussi que 4 tirs. Tout était fermé, bouchonné. Donc, Pep Guardiola, il s'est arraché des cheveux. Il ne comprenait pas. Et c'est Arsenal. C'est pour ça qu'on s'est ennuyé. Ouais. Et c'est Arsenal qui a gagné. Parce que Pep Guardiola se disait qu'il peut avoir des boulevards derrière. Or, maintenant, vous constatez que l'équipe d'Arsenal n'encaisse pas beaucoup de buts. Et quand on me parle d'une équipe des City, moi, je peux dire que City, bien sûr, avec Kyle Walker qui manque déjà, même si Martinelli manque de l'autre côté. Bon, il y a Johnston qui manque également. Ça risque d'être très, très difficile pour Manchester City. Xavier, votre avis? C'est vrai qu'on a le sentiment que cette saison, Manchester City a plus la marge d'avance qu'ils avaient sur leurs rivaux. Et le classement le prouve. Liverpool est au même niveau. Triple tenant du titre, on rappelle. Ils ont fait un match nul lors du dernier choc contre les Reds, un partout. Et Liverpool n'était pas loin de l'emporter. Et donc là, ils ont ces retrouvailles avec Arsenal, comme le disait Marc. Ils ont gagné... qui a gagné en championnat et qui a donc gagné le Community Shield en début de saison aussi. Alors, c'était au tir au but, ok, mais... Première journée, ouais. C'était le Community Shield. Et là, on sera à l'Etihad Stadium, ce sera encore autre chose. Aller gagner là-bas... Absolument, parce que... La passation, là, elle aurait lieu, mais il faut aller gagner sur le terrain de City. Qui est effectivement intraitable chez lui. Et il y a un atout qu'a évoqué Rémi Ngono, parce que je suis assez surpris quand même de voir Rémi Ngono tresser des louanges comme ça aux Gunners d'Arsenal. Mais bon, ça tout arrive dans la vie. Depuis 8 jours, il a changé. C'est un nouveau Rémi. C'est que Arteta sait parfaitement ce qui se passe dans la tête de Pep Guardiola. C'est vraiment le sentiment qu'on a eu lors des dernières confrontations. Il anticipait presque les changements tactiques de Guardiola, puisqu'il a été son adjoint pendant un certain temps. Donc, par conséquent, il sait comment raisonne Guardiola. Et on a vraiment un face-à-face entre 2 grands techniciens. Un
qui est effectivement la référence, Pep Guardiola, et Arteta qui est son héritier, mais qui est en train de temps en temps de le piéger. Et d'ailleurs, il l'avait piégé dès sa prise de fonction avec les Gunners d'Arsenal, puisqu'il les avait éliminés en demi-finale de la Cup, et ils étaient allés gagner la Cup dès les premières semaines, les premiers mois de Arteta sur le banc des Gunners. Donc c'est vraiment un match, moi, que j'attends avec très grand intérêt. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait un vainqueur. C'est pour ça que je vous dis qu'un match nul sera peut-être le résultat. C'est possible. Marc, vous vouliez dire un mot? Non, mais par rapport à ce qui s'est passé, City n'a peut-être pas fait la différence comme les saisons précédentes, mais avec le nombre de blessés qu'ils ont eu, si on a des joueurs hyper importants du côté d'Arsenal qui sont absents, on parle du gardien, on parle de la défense, on parle de Kevin De Bruyne, on parle des joueurs comme Haaland qui a été absent. Comment? Kevin De Bruyne il a été absent. Ceux qui sont absents, oui. Ceux qui sont absents sur ce match, on va les rappeler. Ces joueurs-là, en début de saison, ils ont perdu quand même leur effectif, l'ossature, la plupart des joueurs. L'avantage où moi je vous rejoins pas... City est triplé. De quoi? Mais justement, la différence, elle se fait là, c'est qu'aujourd'hui, en ayant une équipe, en n'ayant pas forcément ses titulaires, il est quand même à 1 point en battant Arsenal à 19h dimanche soir, il sera en tête du championnat, sauf si Liverpool gagne, mais il sera en tête du championnat. Donc je vois pas, ils ont vécu quand même. C'est pas un miracle, le Real avec au moins 7 absents est en tête de la Ligue. On parle d'Angleterre. Voilà, c'est pour ça que je dis. Souleymane Adoum Tori, il nous parle du Real. C'est un match qui va affaiblir l'équipe de Pep Guardiola pour le match en Ligue des Champions face au Real. Coucou à Rémi. Il est capable. C'est le cousin de Rémi. Il est capable. Aujourd'hui, Pep Guardiola est capable de mettre 3 défenseurs, 6 milieux de terrain et Haaland devant. Il en a rien à faire. Il a les joueurs. Guardiola, il peut le faire jouer alors qu'il joue pas d'habitude. Il peut faire ce qu'il veut. Silva peut jouer. Enfin, il peut anticiper. Et là où je suis pas d'accord, qui rentre dans la tête. On reprend le Community Shield, c'est quoi? 112e, 113e, ils ont marqué, ils ont égalisé, autrement ils perdaient, Arsenal, après ils ont gagné au penalty, et sur le match précédent où on s'est ennuyé à mourir, il est rentré dans la tête, ça se joue sur un coup du sort, Martinez à 86e ou 87e. Oui, mais Arsenal... On n'avait rien vu, donc si tu veux marquer ton empreinte, tu es Arsenal, tu les marches 3-0, tu les manges. Jusque là, tu parlais d'une équipe qui prend le ballon. Moi, je dis par exemple que tu vas dire ça, mais je t'ai dit, face à Arsenal, il n'avait pas pris ce ballon-là, il ne l'avait pas confisqué, et d'ailleurs, bon, moi également, je vois Arsenal qui confisque le ballon. La dernière fois contre Brentford, ils avaient 80% de possession. Donc, si Guardiola va confisquer le ballon, il va s'exposer aux gens comme Saka. Il va s'exposer. Voilà. Ah oui. Alors justement, on rappelle les absents. Martinelli, Gabriel Jesus, côté et Saka. Je voulais le démarquer parce que Saka, c'est vraiment important cette absence. C'est vraiment un rouage essentiel. C'est 13 buts en championnat, des passes décisives. Il y a cette explosivité. Ça, c'est un gros manque. On note quand même, on a parlé d'Arsenal, 33 buts sur les 8 derniers matchs en championnat. Ça veut dire qu'une attaque de feu, bon, même sans Saka. En face, il n'y aura pas Stones ni Walker, qui sont quand même 2 piliers de la défense des Sky Blues. Olivier, je me permets de vous récupérer sur ce coup-là. Ce que vous dites de Saka, pour moi, c'était le Kevin De Bruyne il y a 6 mois quand il est blessé. On se posait la question, comment on va faire City sans Kevin De Bruyne, avec l'entente avec Haaland, avec Silva, avec Foden, avec Grealish. Là, pour moi, Saka, c'est un gros souci qu'il ne soit pas là. Martinelli est hyper important. On l'aime beaucoup. Non, mais c'est un joueur et finalement, City s'en est sorti. C'est quoi? C'est 3 ou 4 défaites depuis le début de la saison, sans son meilleur joueur, sans le mettre à jouer, sans un des meilleurs passeurs de Première Ligue. Là, Saka, pour moi, il peut leur faire beaucoup plus de mal à Arsenal. Donc on verra. C'est pour ça que pour moi, c'est différent. Un dernier mot sur le sujet, avant que je vous demande votre pronostic. Forcément, c'est vrai qu'on a évoqué, on rappelle que ces 2 équipes-là vont nous offrir des affiches phénoménales dans 2 semaines en quart de finale de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux qu'un Manchester City Real Madrid en ce moment? C'est vrai, hein, c'est compliqué. Et en face, on a un Arsenal Bayern qu'on regardera, sans se faire prier. Pour savoir ce qu'Arsenal peut faire. Mais c'est un très très belle affiche. Maintenant, je répète, vous parliez des pronostics ou pas? Allez. Moi, je vous dis 1-1. Marc? 4-1 pour City. 4-1 pour City. Oh, ouais. Faut le noter. Monsieur De Gueldre, on enregistre bien tout ça. Je suis là lundi avec vous. Il y a des dossiers à faire. Il est là lundi ouais. avec Hugo Moissonnier. On le rappelle, tous les lundis, Radio Foot, à présent, c'est avec Hugo Moissonnier. Et on a la bande. Oui, j'espère bien. Monsieur. Rémi, c'est l'heure de prendre un gros risque. Rémi, il faut y aller. Le prono. Je ne serai pas très enthousiaste comme toi parce que je vais seulement te poser une question. Est-ce que tu connais la victoire de City contre une équipe du top 5 en Angleterre? Ils n'ont pas réussi à battre Chelsea. Est-ce qu'ils ont réussi à battre Tottenham?
Est-ce qu'ils ont réussi à battre Liverpool? Tu parles de matchs qui ont été pour moi les pour plus moi, importants. Tu pour parles de moi, 2 matchs. Pour moi, Oui. c'est match nul. C'est vrai que malheureusement, Arsenal est privé de ses éléments essentiels et surtout, là, je viens d'avoir un coup là avec l'histoire de Saka parce que je n'y voyais pas ça. Donc maintenant, pour moi, s'il y avait Saka, j'allais dire Arsenal gagne. Mais maintenant, comme Saka n'est pas là, je veux dire, Pep Guardiola va s'applaudir d'avoir réalisé un match nul. Tu parles de Chelsea ou de Tottenham qui étaient des matchs pour moi les plus impressionnants de la saison avec des 4-4, 3-3 avec des... Donc tu vois, il y a une façon de dire les choses. Mais il n'y a pas de victoire, c'est ce que je t'ai dit. Ne crie pas, tu vas te faire mal. Mais je te dis. Ne crie Je pas. sais, je dis moi aussi souvent. Je lui dis souvent qu'il va se finir par faire un ulcère. Rendez compte. Mais non, c'est pas possible. Mais en même temps, il y a un truc qui se passe depuis 8 jours. Je sais pas. On a dû me piquer. C'est que je suis d'accord avec lui tout le temps. C'est vrai. Et je m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. Sans Saka, rien ne va à Arsenal. Pour moi, voilà. Fred, gros souci. Moi, je vais faire confiance à 2 auditeurs, même sans Saka, Jacques Perricot et Ferko Agbokou. Ils nous donnent le même score, 3-2 pour Arsenal. Le match de l'année, là, début. 2 matchs nuls, les auditeurs 3-2 Arsenal, vous 4-1 City. Bah, voilà, on est pas mal partis, on va bien voir ce que ça donne. Rendez-vous lundi. Allez, maintenant, on va parler d'un choc en toc. Il est bien aussi, hein, celui-là. Bah oui, choc en toc, c'est pas pour être méchant, c'est juste une question de lucidité. Certains l'appellent très pompeusement le classico. Ce n'est qu'un classique de Ligue 1, c'est déjà pas mal, on fait ce qu'on peut. Souvent surcoté, mais une affiche tout de même qu'en général on regarde, j'allais dire on prend plaisir à regarder. Pas toujours quand même, hein. J'ai souvenir de bonnes grosses purges. Dimanche soir, 20h, temps universel, l'OM reçoit donc le Paris Saint-Germain. Ça c'est bien parce que le Vélodrome, en général, ça bouge. Bon, le Parc des Princes aussi, hein, mais le Vélodrome, il y a un peu plus de monde. Pourquoi regarder ce match-là, Xavier Barré? Parce que c'est le seul match où le PSG est un petit peu en danger. Parce qu'il y a cette énorme ambiance, il y a ce défi et surtout il y a cette prise de conscience par tous les joueurs parisiens, y compris les joueurs étrangers qui n'ont pas la culture du championnat de France, que le match à ne pas perdre, c'est à Marseille. Donc même Neymar, même Zlatan se sont rendus compte dans leur passage à Paris qu'il fallait aller à Marseille, que c'était un match difficile et qu'il fallait ne pas perdre. Zlatan donc, surtout, c'est le recordman de buts pour un attaquant parisien face au PSG. 11. Ronaldinho dans le genre était pas mal aussi. Ouais. Hein, mais c'est vrai que Zlatan, 11. D'autres avant eux, effectivement. Donc c'est vraiment le match. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est tellement au-dessus des autres. Bon, de temps en temps, il trébuche au parc, mais c'est quand même assez exceptionnel. Quand il est en déplacement... Quand il est à Marseille, bah, c'est le match qu'on veut voir parce que c'est le seul où effectivement il y a cette ambiance, cette rivalité qui fait que le PSG est obligé de se surpasser pour gagner. Marc, vous comprendrez que je vous pose cette question en dernier. Rémi Ngono, pourquoi vous allez regarder, vous, ou pas d'ailleurs, vous avez le droit de ne pas regarder. Dimanche soir, on peut avoir autre chose à faire. Vous allez regarder Marseille-PSG et pourquoi? Je vais regarder ça comme un match d'entraînement avant le choc Barça contre PSG. Sinon, il n'y a pas un grand intérêt dans la mesure où on sait déjà d'avance que le PSG a 12 points d'avance. Donc, le PSG n'est pas en danger. Le PSG n'a pas besoin de se lancer à l'abordage. Le PSG n'y va pas avec une grande fin. Et puis, le PSG aussi est en train de réfléchir sur le match contre Rennes où il faut absolument gagner parce qu'il y a un trophée en jeu. Donc, je vais juste regarder ça comme exactement. Je regarde souvent mon fils qui va aussi à l'entraînement. Je me dis, bon, peut-être qu'une équipe de CFA 8 peut venir le recruter à l'âge de 32 ans. Bon, voilà. Donc, voilà pourquoi est-ce que je vais regarder ça. Marc, c'est pas pour vous chambrer, mais c'est vrai que l'intérêt sportif est assez limité. Rémi le rappelait, le PSG a 12 points d'avance sur Brest, donc le titre est acquis une fois de plus. Et Marseille est 7e à 20 points du PSG. Ça, je pense qu'il s'en manque un peu. À 3 de l'Europe, là est peut-être l'intérêt. L'intérêt, c'est d'essayer de Marseille de ne pas prendre une roue. Si on se place du côté des supporters, si je suis supporter marseillais, je dis franchement, je ne suis pas serein. Ne dites pas si. Non, mais je prends mon fils qui va aller devenir d'Ajaccio, qui va aller au stade, qui va se déplacer, qui va faire un investissement sur plein de choses.
Après, je suis supporter de Paris, je suis très heureux parce que je pense qu'ils peuvent rouster Marseille sans problème. Donc, après, personnellement, je pense que c'est pas forcément la meilleure équipe de l'Olympique Marseille qu'on ait vue. Il y a énormément de blessés. Il y a un entraîneur qui est arrivé, qui a remis des choses en place, mais qui n'a pas, si on veut être méchant, ou qui n'a pas rencontré de très grandes équipes, qui a fait des résultats face à des Montpellier, face à Clermont. Et là, il va rencontrer ce qu'il y a de mieux. Mais encore une fois, je rejoins Rémi. Pour moi, ce PSG-là, il peut être à 30 ou 40%. Et il peut faire très mal à Marseille. Et Mbappé, je pense qu'il jouera parce que ce sont des matchs pour lui. C'est les matchs qu'il aime. Parce que normalement, l'année prochaine, il n'est plus là. Donc, je ne vois pas comment il ne peut pas démarrer le match, à moins que son entraîneur soit fou. Mais à mon avis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et marcher sur Marseille. Parce que aujourd'hui, personne ne peut rivaliser avec Paris. Mais c'est pas, même quand ils se croisaient il y a 2 ans ou 3 ans, premier contre deuxième avec l'époque de Tudor il y a 2 ans. Enfin, c'est compliqué, quoi. Paris, ils sont ingérables et injouables. Donc, oui, il y a une histoire que j'ai connue dans les années 90, 95, oui. Mais aujourd'hui, de se rappeler encore une fois de ce classique, un choc en toc, ouais, c'est peut-être aussi une vérité. C'est malheureux, mais c'est une vérité. Merci. Xavier, la question... Luis choc en toc. Luis Enrique peut-il être fou? En gros, l'intérêt aussi de ce classique, Mbappé titulaire ou pas? On rappelle, 13e, il en a joué 13, ou ce sera son 13e, ce sera son 13e classique. Le PSG a perdu les 2 seuls qu'il n'a pas joué, toutes compétitions confondues. Oui, et puis on se souvient de démonstrations qu'il a pu faire lors des derniers déplacements. 9 buts, donc 4 au Vélodrome. Donc, mais il ne faut pas oublier quel est l'objectif du PSG cette saison. C'est la Ligue des Champions. Ça fait 12 ans. C'est donc le Barça. Oui, mais ça commence par le Barça dans 5 jours. Donc, est-ce qu'il pourrait effectivement mettre une équipe, entre guillemets, pas bis, mais à prime, pour ce déplacement à Marseille? C'est pas impossible, mais je vois mal quand même. Une demi-finale de Coupe de France au milieu de la semaine qui suit. Au milieu, ouais. Il y a Nice, un match de championnat et le Barça. Un autre match de championnat et le Barça. Donc il y a un enchaînement. Donc effectivement, il peut effectivement faire tourner un peu son équipe parce que pour lui, je pense que ce match à Marseille n'est pas l'objectif prioritaire. Et excusez-moi, ça serait logique avec 12 points d'avance de faire tourner à Marseille. C'est-à-dire que là, il n'en a rien à faire en fait. Et ça serait presque logique. Oui, 12 points d'avance. On le dit. C'est l'affiche. Vous pensez PSG. On ne fait pas jouer Mbappé dans ce match-là. Waouh, non mais nous on fait une émission, ça tourne autour de ça, c'est notre classique, ok. Mais lui il a une équipe à mettre en place. Et il y a des échéances importantes, c'est depuis 12 ans, c'est gagner avec des champions. Donc là il a un confort de 12 points, il peut faire ce qu'il veut. Pendant 3 matchs s'il veut, il peut mettre la réserve s'il veut. Il n'a rien à faire. Puis il remet Mbappé met 3 buts. Olivier, je pense que c'est de la provocation, ou alors il a peut-être pas regardé tous les matchs de l'OM cette année. Mengenzon Bouyala, victoire de l'OM. Cette année, je vois de nombreux Marseillais qui seraient titulaires dans cette équipe du PSG. Il faudrait déjà qu'il y ait des Marseillais capables d'être titulaires. Il n'y aura pas Rongier, il n'y aura pas Ismaïl Assar, il n'y aura pas Jonathan Klaus, il n'y aura pas Murillo, il n'y aura pas Meïté. Gigot et Onana sont incertains comme Balerdi. Ouais. Ça semble pour le moins déséquilibré, vous y faisiez référence. Il y a énormément d'absents. On file tout droit vers la 3e défaite de rang de Gasset. Elle ne sera pas déshonorante. Ça avait si bien démarré, il fallait bien que ça s'arrête. Mais 3 défaites de rang, ça fera une série pas bonne. Oui, c'est vrai que nous sommes à la semaine pascale et j'ai foi. J'ai foi parce que, vous savez, ça va se jouer et que... On nous a dit qu'il y a souvent des chocs, David contre Goliath, quand je lis la Bible. Et que David avait réussi à battre Goliath. Donc j'imagine que, peut-être avec des minots, comme ils avaient fait à une certaine période, là, ils avaient ramené le match nul. C'était en 2006. Qui pourrait le faire, mais quand tu vois quand même que le PSG n'a pas eu au match aller à beaucoup mettre le pied et que Kolo Muani a réglé l'affaire, Gonzalo Ramos a marqué son doublé, ça faisait quand même 4. Alors là, j'aimerais bien que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, revienne sur terre, comme ma mère attendait aussi qu'il soit ressuscité, pour que je croie aussi en Marseille. Mais sauf que, bien évidemment, même si Jésus-Christ fait des miracles, il faut que toi-même tu fasses quand même quelque chose aussi. Donc pour moi, aujourd'hui, Marseille, même avec des miracles, peut-être qu'il faudrait que Dieu vienne intervenir. Mais il y a un proverbe africain qui dit « Dieu ne donne pas la viande à celui qui n'a pas de dents. » Et le faiseur de miracles, nous dit-on, c'est peut-être Chancel Bemba qui va encore mettre Mbappé dans sa poche. Le prix drapeau de RDC en Vivien Foé en titre, s'il nous écoute. On le salue, Chancel, évidemment. Lui qui était si sympa durant la dernière CAN. Je ne vous demande pas un pronostic, je pense que tout le monde est d'accord. La question, c'est de savoir par combien d'écart le PSG va gagner au Vélodrome. Moi, je dis 2-0 pour le PSG.
1-0 pour le oui, mais bien sûr, mais oui. On vous en tiendra par rigueur. Là, on n'enregistre pas. Un partout. Rémi, une avalanche de buts. Pas sûr, Rémi, ce que tu vas dire. Non, je crois quand même que le dernier but de Marseille en championnat contre le PSG, c'était en 2017. Donc je crois quand même que accordons à l'OM un but, ça pourrait faire 2-1, mais je ne sais pas par où ils vont passer dans la mesure où on m'annonce aussi que même Skriniar est en train de revenir et que même... il ne marque pas beaucoup, Skriniar. Voilà, donc je ne sais pas. Pour l'instant, je vois PSG gagner. Oui, je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde. On surveillera ça, même pour nos auditeurs. Allez, on a parlé des deux grands chocs. Hein, je finis toujours par un côté positif, même pour le deuxième. Parlons des chocs africains du week-end à présent. L'Afrique, donc, en avance sur l'Europe côté Ligue des Champions, puisque les quarts de finale sur le continent débutent ce week-end. Ce soir même, dès ce soir, avec le Al Ahly, tenant du titre, un titre remporté 11 fois, je vous le rappelle, en déplacement en Tanzanie, au Simba Sport. La suite, demain samedi, le TP Mazembe accueille le Petro de Luanda, et puis les Mamelodi Sundowns. Le club du président Motsepe, il faut toujours le citer, ça peut servir. C'est quand même le patron de la CAF. C'est bon pour nous de le rappeler, on ne sait jamais. Face à d'autres Tanzaniens, ceux des Young Africans. Enfin, en soirée, la SEC, les Ivoiriens de la SEC sur la pelouse de l'Espérance Tunis. Alors, c'est pas que les autres affiches nous amusent moins, mais on a envie de mettre l'accent sur nos clubs francophones à nous, c'est-à-dire d'abord le TP Mazembe qui accueille le Petro de Luanda. On a l'impression que c'est l'occasion pour les Corbeaux de revenir dans le top 4 continental. On rappelle que cette équipe a été titrée 5 fois. La dernière fois, c'était en 2015 dans cette compétition. Et c'est vrai que c'est un club historique d'Afrique subsaharienne. Oh oui, c'est... Le Petro de Luanda, moins... oui, mais il ne faut pas se reposer sur des lauriers, surtout si on regarde le passé immédiat. Il faut quand même se dire que cette équipe-là, la saison dernière, elle est quand même sortie dernière de sa poule. D'ailleurs, quand vous parlez des Young Africans, ils sont venus battre. Ils les ont battus aller-retour. Donc, c'était quand même humiliant. 5 défaites en 6 matchs. Donc, aujourd'hui, cette équipe cherche à se relever, mais je crois que la priorité qui a été faite, le meilleur recrutement, c'est le retour de Ndiaye, Lamine, qui, bien évidemment, avait réalisé le doublé, c'est-à-dire que 2009 et 2010... finale du mondial des clubs, hein, Lamine Ndiaye. Voilà. Remporté la Super Coupe d'Afrique aussi. Donc maintenant, il revient, c'est pour ça que je dis que c'est le seul espoir. Sinon, aujourd'hui, je crois que c'est une équipe du tout-puissant Mazembe qui est devenu impuissant Mazembe et qui cherche cependant à vouloir reprendre quelque chose au niveau des rangs. J'attends voir, mais pour l'instant, je crois quand même que face aux gens de Petrosport, ils ont une petite marche. Oui, ces équipes-là, juste, on les avait vues à l'automne dans le Super 8, là, la Super League africaine, la nouvelle compétition, c'était plus ou moins les mêmes équipes. Et effectivement, Mazembe avait été cueilli dès les quarts de finale. Hein. Du président Motsepe ou de Gianni Infantino? Je ne sais plus lequel est le chef de l'autre. C'est sûrement celui qui a le moins de cheveux. Le Petro Luanda dans l'African Football League avait été également éliminé dès les quarts de finale par les Mamelodi Sundowns, justement. C'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs brésiliens. Puisque effectivement on est dans une ancienne colonie portugaise, donc ils ont cette tradition. Et il ne faut pas non plus les prendre comme ça à la légère, parce que non, c'est vrai. C'est des clubs où il y a beaucoup d'argent grâce au pétrole, et donc ils recrutent même je vous disais, des joueurs brésiliens, des joueurs qui viennent renforcer cette formation angolaise. Alors, le TP Mazembe, il y a beaucoup d'argent grâce aux mines. Aussi. Donc il n'y a pas de secret pour avoir des grosses équipes de football. Maintenant, il faut beaucoup d'argent, quel que soit le continent. Et donc, je pense que ça va être un match assez équilibré, en fait. Ça va être un match assez équilibré parce que, forcément, nous, on regarde plus le TP parce que, comme vous l'avez dit, c'est des francophones. C'est des francophones. Maintenant, dans leur phase de... On salue le président Katumbi. Alors, oui, alors, dans la phase de groupe, ils sont sortis 2e derrière les Mamelodi Sundowns.
et devant le Pyramids d'Égypte, qui est un club qui a eu un automne un peu difficile. Donc c'est déjà des références. d'Égypte, si tu parlais de l'argent, ils ont beaucoup d'argent. Oui, je dis, oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est une belle performance du TP. Mais en face, le Petro Luanda, c'est pas gagné. Allez, l'autre affiche qui nous intéresse. Vous vouliez nous dire un mot sur le TP Mozambique? Non, je laisse mes camarades. Bien sûr. La SEC Mimosa, là aussi, on a forcément un regain d'intérêt pour la SEC. D'abord parce que c'est le club du pays champion d'Afrique en titre. Julien Chevalier à sa tête, très bon boulot. Il revient dans les hautes sphères du football africain et ça n'est pas pour nous déplaire. La SEC, alors là, face à un autre géant d'Afrique. Il faut aller chercher l'Espérance Tunis, qui n'est plus tout à fait, Rémi, ce qu'elle était non plus, cette Espérance. Elle a perdu un petit peu de sa superbe. Mais est-ce qu'elle n'a pas quand même une longueur d'avance sur un ASEC encore jeune? Jeune pour sa renaissance. Jeune, oui, mais... Champion d'Afrique en 98. Oui. Seul titre, d'ailleurs, qu'on peut mettre dans sa gibecière. Mais cependant, si vous regardez les confrontations, eh bien, c'est ASEC Mimosa qui a 3 victoires et une seule défaite. Il y a nul. Donc, je crois que c'est la SEC ils étaient qualifiés en phase de poule pratiquement à mi-parcours. Oui, et d'ailleurs, ils ont eu 11 points. Et les 11 points, c'est quand même devant Wydad, qui finit 3e. Wydad est quand même le finaliste de la dernière édition. Donc, moi, je dis que c'est ASEC déjà. J'avais vu même l'édition de la saison dernière. C'est vrai qu'il y a eu un petit contretemps, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour ne pas aller au bout, mais quand vous essayez de regarder, d'ailleurs, ils étaient en tête de leur poule, et c'est comme ça que c'est une équipe qui connaît une croissance. Vous dites qu'ils sont jeunes, attention, il y a un proverbe africain qui dit les petits serpents ont encore un poison plus dangereux. Un avertissement en même temps. Une leçon de vie. Mais un truc à noter dans un calepin. La SEC a effectivement terminé en tête de ce groupe, Rémi le rappelait, et en revanche, l'Espérance était derrière le Petro Luanda dont on parlait tout à l'heure. L'Espérance qui, à l'image du football tunisien en général, a beaucoup de difficultés économiques. Il y a un de leurs meilleurs joueurs, Mohamed Ben Romdan, le milieu de terrain international, qui est parti en Hongrie, à Ferencváros. Donc vous imaginez aujourd'hui, un joueur de l'Espérance, il préfère aller jouer en Hongrie plutôt que de rester à l'Espérance parce que c'est compliqué. Donc moi, je crois que la SEC a une très belle carte à jouer. C'est une équipe qui pratique un super football. Julien Chevalier arrive à transformer tous ces petits gamins pour faire jouer de façon merveilleuse. Leur phase de poule a été remarquable. Et puis il faut savoir que c'est depuis le centre de formation. Oui, donc c'est un collectif qui connaît bien ce qu'avait fait Jean-Marc Guillou il y a quelques années avec l'Académie de Solbeni en faisant monter ses gamins. Et donc il s'est inspiré de cette philosophie, de cette histoire. Et ce qui réussit avec les Mimos, c'est assez exceptionnel. Ça devrait plaire normalement à un ancien minot de l'OM, mais bon. Normal. Olivier, pour compléter ce qu'on est en train de dire, moi j'ai envie de dire un petit mot sur les deux autres quarts de finale, parce que voilà, comme ça, pour conclure, mais sur le top 8, il n'y a qu'un pays qui a 2 représentants, c'est la Tanzanie. Et donc Simba Al-Ahly, vous l'avez dit, essayez de faire tomber le champion d'Afrique pour Simba. Et puis Young Africans contre les Sundowns. Young Africans, c'est le club le plus fort des deux, entre Simba et Young Africans. On avait Franck Simon hier, habitué de Radio Foot, qui nous expliquait tout ça. N'oublions pas qu'en 2027, la CAN se déroulera en partie en Tanzanie. Voilà, il y a tout ça en ligne de mire aussi. Également, Kenya, Ouganda, Tanzanie. En tout cas, les clubs tanzaniens actuellement sont très très forts. Il y a un véritable potentiel. Ils ont beaucoup d'argent avec Azram là, qui a ramené effectivement des droits télé importants, ce qui permet au club de recruter des joueurs de tout le continent africain pour constituer des collectifs assez forts. Voilà pour le continent. Parlons JO si vous le voulez bien. Moi j'ai une réponse. Non, vous pouvez comprendre que libérer 4 joueurs titulaires du Stade Rennais dans une compétition qui est effectivement fantastique, mais il faut comprendre aussi les clubs. Et je crois qu'il y a un très très grand club qui a été très clair et très cash là-dessus. Allez, prenons 4-5 minutes pour parler quand même de ceci. C'est un feuilleton qui va nous occuper, je pense, quelques semaines. Dans un petit peu moins de 4 mois, vous le savez, on
On est impatients, soyons très honnêtes. Coup d'envoi des JO de Paris, ce sera le 26 juillet. Le tournoi de foot aura même commencé quelques jours avant. Et même si le foot, ce n'est clairement pas le sport le plus olympique qui soit et constitue rarement une priorité dans un palmarès, de plus en plus de joueurs veulent participer à cette grande fête universelle du sport. La compétition est réservée aux moins de 23 ans, mais 3 joueurs de plus de 23 sont autorisés et les transactions dans ce sens vont bon train. Encore que le Real, clairement, a dit non. Alors le Real, je veux qu'on s'y arrête 2 minutes parce que, je suis désolé Rémi, il y a une loi, une règle en Espagne qui dit vous êtes obligé de libérer vos joueurs pour la sélection nationale. Mais alors c'est bizarre parce que pour les étrangers. Ça vaut pas pour les étrangers. Non. C'est quand même... je ne vais pas employer le mot, mais quand même, je le pense très fort. C'est bizarre, quoi, je vais le dire, pour rester correct. Tout le monde sait que c'est le Real qui fait la loi. Et qui peut s'appuyer sur... Tout le monde essaie, sauf moi. Oui, c'est ça qui est étonnant. Mais on sait très bien que le Real fait la loi et qu'il peut compter sur les arbitres pour faire appliquer ses règlements. Vous êtes obligé de libérer vos joueurs. Le Real ne fait pas la loi. Le Real s'impose comme le meilleur club du monde, où tout le monde va aller. La preuve, c'est que tu vois, tous les joueurs français, ils vont. Si tu dis ça à Kylian Mbappé, si tu dis ça évidemment à Zinedine Zidane, si tu dis ça à Copa, mais le Real ne fait pas la loi. Très bien, le plus grand club du monde. On n'est pas ici pour contester ça. On est simplement ici pour se dire, c'est quand même dommage d'empêcher des gars d'aller jouer une compétition comme celle-là. Vous ne l'avez pas joué les JO, mais vous me racontiez des anecdotes du temps de Bernard Tapie qui vous empêchaient d'aller jouer des tournois. Il fallait faire le tournoi de Toulon. Ouais. Et le tournoi de Toulon qui était hyper important. Parce que vous êtes Toulonnais. Je suis Toulonnais en plus, donc c'était chez moi. Et l'année d'après, il y avait la Coupe d'Europe et j'avais déjà joué en pro. Et Marc Bourrier et Bernard Tapie m'ont dit lors de questions que tu avais fait le tournoi de Toulon. Tu vas pas. Voilà, c'est tout. Ça n'était pas les JO. Non, mais c'était, à l'époque, c'était hyper important parce que cette génération-là, bien sûr, on a côtoyé tous les plus grands. Ben, ils m'ont dit non, tu restes à la maison, tu te reposes. Et donc, c'est autre chose. Mais par rapport au Real, la date, c'est pas dans le calendrier officiel, les Jeux. Donc, donc le Real Madrid n'a pas une fenêtre FIFA. Donc, ils ne sont pas obligés. Donc, voilà. Donc, mais c'est petit quand même. Parce que vous ne pas s'empêcher de penser que c'est un peu petit. Entendez Florian Maurice pour le Stade Rennais. Moi, je trouve ça un peu choquant. Enfin, il pourrait. Moi, je rêve d'un président de club qui nous dise on va peut-être perdre quelques matchs, quelques places au classement, mais on va libérer nos joueurs pour qu'ils vivent cette grande fête avec l'équipe de France. Lens, ils sont bien gentils. S'il y a 4 joueurs, enfin, s'il y a des joueurs de Lens qui vont avec leur sélection partir. Non, mais d'un coup, ils font l'Europe et qu'il faut qu'ils fassent le tour préliminaire. Mais vous rigolez ou quoi? Ils vont pas changer d'avis. Non, mais ce qui fait mal, c'est que Florian Maurice, il a pas joué les Jeux, lui. Bah si, en 96, il était 96 avec Raymond Domenech. C'est compagnie. Ça n'avait pas été dans les derniers jeux qu'on en a vécu, tout le monde devait faire les Jeux. Alors, les plus grandes stars. Qui c'est qui est allé? Un fiasco terrible. Dédé Gignac. Parce que les clubs n'avaient pas coopéré. Parce que les clubs n'avaient pas coopéré, Marc. Et tout le monde premier tour. Là, on parle des plus de 23 ans, effectivement. Il y a droit à 3 par équipe, mais il y a aussi les moins de 23 ans. Et là, c'est pareil, les moins de 23 ans, les clubs sont pas obligés de les libérer. Non, et c'est pour ça que l'équipe de France, au dernier JO à Tokyo, je l'ai commenté pour Eurosport, à Tokyo, eh bien, ils ont été ridicules parce qu'ils ont dû faire une équipe avec ceux que les clubs voulaient bien libérer. Les JO à Paris et en France, on peut comprendre que les joueurs français aient envie de jouer. Les joueurs ont envie de les jouer. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas dire que tu sois Rennes, Lyon ou Lens si en fin de saison tu es relégué? Ton club décide. Parce qu'il t'aura manqué un point et que tu auras joué les 2 premières journées de championnat, ça 4 joueurs. On dira t'es relégué, mais tes joueurs ils ont joué les JO, super. Il n'y a que l'argent et le business. Mais non, bien sûr. Mais il y a une logique économique. Qui est-ce qui paye les joueurs? Exactement. Les clubs. Alors après, c'est de la faute de la FIFA qui, à l'époque, et ça remonte aux années 90, effectivement, lors des négociations entre la FIFA de Sepp Blatter et le CIO du président Samaranch. Samaranch voulait effectivement un tournoi de foot qui soit une mini-coupe du monde. Blatter ne voulait pas. Et à partir de là, on se retrouve avec un tournoi de foot masculin, parce que les filles, c'est les équipes type, les équipes A, avec un tournoi de foot masculin qui est un espèce de championnat d'Europe espoir, avec 1 ou 2 stars autorisées en plus. Effectivement, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est bien dommage, et c'est tout ce qu'on déteste, en tout cas à titre personnel, dans le football d'aujourd'hui, qu'on peut clairement appeler, et définitivement, circus. Si on passait au carton. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Rien à dire, dit Joseph Antoine Bell. Vous l'avez dit pourtant, vos cartons d'abord.
Bonsoir à toute l'équipe de Radio Foot International. C'est Alpha Mohamed Diop depuis Sénégal. Carton rouge aux supporters racistes. Les larmes de Vinicius Junior sont une triste illustration des conséquences dévastatrices du racisme dans le football. Il est impératif que les instances dirigeantes, les clubs et les autorités prennent des mesures fermes pour éradiquer ce fléau. Car le football doit rester un sport de passion, de diversité et de respect. Pour ma première participation, j'adresse un carton jaune à l'équipe nationale du Tchad. Oui, notre pays, le Tchad, pour sa prestation XXL contre l'équipe de l'île Maurice. Victoire aller et retour. Cette fois-ci, on est en marche. Comme le dit un proverbe africain, les caméléons marchent lentement, mais ils arrivent quand même à sa destination. Merci. Depuis Cotonou au Bénin, je donne un carton rouge à l'équipe nationale du Bénin. Les Guépards qui totalisent désormais une série de 15 matchs sans victoire, soit 8 défaites, 7 matchs nuls. Bonne émission à Rémi Ngono et à Xavier Barré. Bonjour Radio Foot, bonjour Annie. Moi c'est Nassourdine Mohamed, Comorien vivant en France. Mon carton il est vert, il est dédié à l'équipe nationale des Comores, les Salakotes, et à monsieur Stéphane Cousine, le sélectionneur. 5 matchs, 4 victoires, 1 match nul, toutes compétitions confondues. Allez les Verts, on est ensemble. Ici c'est Togo Zanfana, je suis africain d'origine togolaise, résident aux États-Unis. J'adresse mon carton vert à Max Alain Gradel, qui vient de terminer sa carrière en toute beauté à la Madrid. Salut Rémi. Bonsoir Radio Foot International, moi c'est Orena Romial de N'Djamena le Tchad. Mon carton d'aujourd'hui il est vert. Vert pour cette rivalité qui vient de naître entre Lamine Yamal et André, le futur joueur du Real, lors du dernier match amical entre le Brésil et l'Espagne. Vivement dans quelques années, on va savourer cette rivalité qui aura lieu en Espagne. On le souhaite bien. Je suis Dutrice Okoyo, depuis Pointe-Noire. J'ai donné un carton jaune à tous ceux qui ont répondu contre Cancelo pour ses propos concernant Cristiano Ronaldo. Je pense que Cristiano Ronaldo étant le meilleur joueur de l'histoire du Portugal, a déjà fait son temps et qu'il doit arrêter. Il doit déchausser, car il y a un proverbe congolais qui dit « Un vieux lion sans griffe ne peut plus chasser ». Merci. Salut Café des Sports, ici le Diesinouévé depuis Ouaga. Comme vous le savez, depuis quelques jours, le championnat national burkinabé s'est arrêté. Alors je lance un carton jaune d'alerte à tous les acteurs du football burkinabé. Je ne donne pas de coupable ici, je ne dénonce personne, mais je demande à tous de se réunir pour que le ballon reprenne à circuler dans le pays des hommes intègres. Merci. Bonjour à la Radio Foot International, moi c'est Salou Diouf depuis Dakar, Sénégal. Mon carton est rouge à toute l'équipe de la Radio Foot International. Le temps est trop petit. Puisqu'on parle du football, le football est 90 minutes plus temps additionnel. Donc l'émission doit être 90 minutes. Et souvent on doit avoir un temps additionnel de 10 minutes parce que des fois, Rémi mérite d'aller à la VAR. Merci, ciao. Très bon. Très bon. Allô, Jean-Marc Four. Très bon. Oui. C'est possible, 90 minutes? Oui. Alors, dès la semaine prochaine. Plus. Merci encore, Jean-Marc. Pour l'augmentation de salaire, on en parlera un peu plus tard. 90 minutes, ça. Hein? Merci. Vos cartons, on attaque par celui de Marc Libra. Oui, ils étaient super, tous ces cartons. Marc Libra. Nous, on va donner essentiellement des cartons verts. Bon, à part le sale type là à côté. Mais premier carton vert, Marc Libra. Carton vert pour ce que j'ai vu cette semaine. Sven-Göran Eriksson qui a été fêté par Liverpool pour un match exhibition. C'était son rêve de pouvoir entraîner, être une fois sur le banc ou toucher ce fameux panneau de Liverpool quand on rentre. Hommage aussi pour lui qui est dans une situation très compliquée puisqu'il est en phase critique de cancer. Et surtout Jürgen Klopp qui s'est levé pour dire c'est lui qui doit le faire. C'est la classe. Il y a très peu de moments aujourd'hui où je me regarde dans le football. Et là j'ai vu ça, j'ai dit bon, le foot n'est pas... Mon football n'est pas totalement mort parce que ça correspondait à ce que j'aimais, ce que je ressentais à l'époque. Et ce genre de choses est exceptionnel pour moi. J'adore ce carton, c'est pour ça qu'on l'a pris en premier. Celui de Rémi n'est pas mal non plus. À vous, Rémi. Carton vert à Emers Faye, puisqu'on croyait que c'était juste un loto que de gagner une canne après avoir récupéré l'équipe derrière Gasset. On a dit le plus difficile, ce sera la reconstruction, mais là, il n'était pas avec des cadres. On a vu que dès le premier match contre le Bénin, on a critiqué, on a dit voilà, il n'a pas de niveau. Mais là, il a joué avec une équipe ayant un grand niveau, c'est-à-dire l'Uruguay, qui quand même est 11e au top mondial.
Et lui, il est 39e. Mais on a vu comment est-ce que tactiquement et même sur les changements, le coaching, comment est-ce que Emers Faye maîtrisait ça? Donc, tous ceux qui disaient que Emers Faye, on attend pour le fouetter aujourd'hui, on peut dire Emers Faye a déjà gagné son pari parce qu'il y a un proverbe africain qui dit mieux vaut être coq une semaine que d'être poule toute la vie. Il est pas mal celui-là, je me le note. Fred, carton vert aussi. Carton vert, oui, pour les joueuses parisiennes et lyonnaises. On parle de Ligue des Championnes. L'an passé, les deux clubs PSG et Lyon avaient été éliminés en quart de finale de la Ligue des Champions au féminin. C'était un sacré coup d'arrêt, puisque tous les ans, elles étaient quasiment en demi. Et les lyonnaises en finale, et elles les gagnaient avec 8 titres au palmarès. Et là, elles reviennent en demi-finale. Qualification assez facile en quart contre Benfica et un club suédois pour Eken. Et elles vont se retrouver, elles se croisent. Donc demi-finale franco-française, ce sera au mois d'avril. Et de l'autre côté, c'est Barcelone et Chelsea. Mais on aura un club français en finale de cette Ligue des Champions. Le Real n'a pas d'équipe féminine, hein, ça les intéresse pas, je crois, c'est ça? Oh pardon Rémi, c'était gratuit, voilà. C'était pour finir. Oh, un petit proverbe, non, bon, pas le temps. Xavier Barret. Jaune oui, comme notre copain c'est Pâques, c'est la semaine de Pâques. Du Burkina Faso, oui peut-être, mais quand même. Privé d'eux. En guise de cadeau de Pâques, la Ligue nous sert un espèce de logo, un nouveau logo. Ils font une campagne autour de ça. Ligue 1, déjà le nom c'est nul parce qu'on ne sait pas qu'on est dans le championnat de France, mais ils continuent à le décliner en faisant des trucs pas possibles, des explications totalement abracadabrantesques. Donc, faites-nous quelque chose de simple qui permette d'identifier le championnat de France. Les anglophones nous moquent en disant la Farmers League parce qu'on fait pratiquement les meilleurs footballeurs du monde. Eh bien, jouez là-dessus et ce sera compréhensible par le monde entier. J'ai bien une petite idée sur le nom du cabinet qui a dû proposer ça, mais je peux pas le dire, c'est pas politiquement correct. Le carton de Radio Foot, une fois n'est pas coutume, il est vert, les amis, pour les Sao du Tchad. Ça, c'est rapide. J'ai hésité avec le cœur. Bien sûr, les Sao du Tchad, comme beaucoup de nos auditeurs. Il est doublement vert parce qu'on a envie de récompenser aussi Willy Sagnol, premier sélectionneur français à se qualifier pour l'Euro avec une sélection étrangère. La Géorgie, c'était mardi au tir au but aux dépens de la Grèce. Tbilissi en folie et franchement c'est sympa de les retrouver en Allemagne à partir du 14 juin. Voilà, c'est fini. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On n'oublie pas Mondial Sport ce week-end et lundi.